Pendant des semaines, ils avançaient ensemble. Donald Trump et Benjamin Netanyahu, deux hommes, une seule voix, une seule ligne. Pression maximale sur l'Iran. Force, dissuasion, escalade maîtrisée. Le tandem semblait parfaitement huilé. Et puis la trêve est arrivée, et quelque chose s'est fissuré. Pas une rupture ouverte, pas une dispute publique. Quelque chose de plus discret, mais peut-être de plus profond. Deux alliés qui continuent de parler le même langage, mais qui ne regardent plus exactement dans la même direction. Ce soir, sur Alerte Monde, nous allons décortiquer cette divergence, parce que dans les guerres régionales, c'est souvent là que tout bascule, non pas dans le fracas d'une rupture spectaculaire, mais dans le silence d'objectifs qui ont commencé à diverger. Partie 1. La première fissure, le Liban. Commençons par le fait le plus concret. La trêve avec l'Iran est fragile, ses contours géographiques sont flous. Et c'est précisément là que la divergence entre Washington et Tel Aviv est devenue visible pour la première fois. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, a exigé que la trêve soit étendue au Liban. La raison? Les frappes israéliennes continuent de mettre l'accord sous pression. Le Washington Post a décrit la même réalité sous un autre angle. La Maison-Blanche peinait à défendre une trêve dont le périmètre géographique était activement contesté. Et Israël? Israël a été explicite. La trêve concerne l'Iran. Le Liban, c'est une autre affaire. C'est là que tout commence, parce que cette différence d'interprétation n'est pas anodine, elle révèle deux définitions opposées de ce que signifie désescalader. Pour Trump, désescalader, c'est calmer le système, baisser la tension, donner au monde l'image d'une région qui s'apaise grâce à son initiative. C'est une nécessité politique. Il a besoin d'une victoire visible, d'un récit cohérent, de marché qui respire. Pour Netanyahou, désescalader sur un front ne signifie pas refermer le conflit. Cela signifie le redéployer. Si le front iranien direct entre dans une phase gelée, alors le Liban devient l'espace naturel pour continuer à affaiblir le Hezbollah. Ce maillon central de l'axe soutenu par Téhéran. La logique israélienne est cohérente, mais elle est toxique pour Trump, parce que plus le Liban brûle, plus sa trêve ressemble à un artifice de communication. Plus les bombardements continuent sur Beyrouth ou dans le sud libanais, plus il devient impossible de vendre l'idée d'une région qui se stabilise. Partie 2, deux tempos, deux guerres. Allons plus loin, parce que la divergence sur le Liban est un symptôme. La cause, elle, est plus profonde. Trump et Netanyahou n'opèrent plus sur le même calendrier. La Maison-Blanche, selon Reuters, présente la guerre comme proche de sa fin. Malgré l'ambiguïté persistante des termes de la trêve, malgré les objectifs non atteints, le message est on avance vers la sortie, stabiliser vite, annoncer une victoire, reprendre le contrôle du récit avant que la réalité ne le rattrape. Et il faut bien comprendre pourquoi Trump est si pressé. Les résultats réels sont partiels. L'Iran n'a pas renoncé publiquement à son programme nucléaire. Il n'a pas abandonné son soutien aux groupes armés alliés. La trêve n'a pas transformé le régime iranien en acteur soumis. Le Washington Post l'a dit clairement. Après la pause, ce sont des drapeaux de victoire qui sont brandis, pas des drapeaux de reddition. Alors, plus la guerre dure, plus l'écart entre les déclarations maximalistes de Trump et les résultats réels risque d'exploser politiquement. Il a donc tout intérêt à clôturer une guerre inachevée avant que son inachèvement ne devienne le sujet. Netanyahou, lui, joue sur un temps long. Reuters décrit une stratégie israélienne d'usure régionale, zone tampon, pression prolongée sur le Hezbollah au Liban, sur les forces à Gaza en Syrie. Pour Israël, la guerre n'est pas un épisode qu'il faut figer vite pour sauver une narration. C'est un processus de remodelage régional. En clair, Trump veut refermer une guerre incomplète. Netanyahou veut prolonger une campagne incomplète. Ce n'est pas une nuance de méthode, c'est une différence de finalité. Partie 3. Le piège des négociations. Il y a trois
Il y a un troisième niveau de divergence que Rare Peace peut être le plus structurel, la question des négociations. Pour Trump, entrer dans une logique de négociation indirecte avec l'Iran est presque une nécessité. Il faut donner une consistance politique à la trêve. Il faut un processus, une dynamique, quelque chose qui ressemble à une sortie de crise diplomatique. Mais du point de vue israélien, chaque pas vers la négociation porte un risque, celui d'un adoucissement progressif de la position américaine sur le nucléaire, sur les missiles, sur le statut régional de l'Iran, parce qu'une négociation prolongée, c'est toujours un sas possible vers un compromis. Et un compromis façonné par les contraintes politiques américaines risque d'être moins offensif, moins total, moins durablement coercitif que ce qu'Israël estime nécessaire. Reuters montre d'ailleurs que les discussions à venir restent entourées d'incertitudes majeures sur ce que l'Iran acceptera de céder, sur ce que Washington peut réellement présenter comme un succès. Le Washington Post confirme que la trêve est déjà minée par des contradictions sur Hormuz, sur le nucléaire, sur les termes mêmes de l'accord. Ce n'est pas que Netanyahou rejette toute forme de dialogue. C'est que, dans sa lecture, la diplomatie n'est acceptable que si elle accompagne la pression militaire, la complète ou l'exploite. Négocier sous le feu, oui, mais sans arrêter le feu. Pour Trump, c'est précisément le problème, parce qu'il ne peut pas vendre une trêve diplomatique si son principal allié continue d'appuyer sur la gâchette. Ainsi, plus Washington cherche à négocier pour sauver la pause, plus Tel Aviv redoute une dilution stratégique. Et plus Washington a besoin d'un deal, plus Netanyahou a des raisons de craindre ce deal. Partie 4. La dimension personnelle. Il y a un dernier élément qu'il faut aborder avec sérieux, sans en faire plus qu'il n'est, mais sans l'ignorer non plus. Reuters rappelle un fait simple. L'arrêt des opérations militaires intensives permet la reprise du procès pour corruption de Benjamin Netanyahou. Attention, cela ne prouve absolument pas qu'il chercherait à prolonger la tension pour des raisons judiciaires. Ce serait une simplification irresponsable, mais ce que cela montre, c'est que la désescalade n'a pas les mêmes effets politiques pour les deux hommes. Quand la guerre ralentit, Trump gagne une respiration politique. Il peut parler de trêve, de responsabilité, de victoire relative. Il reprend l'initiative. Quand la guerre ralentit, Netanyahou retrouve immédiatement ses vulnérabilités intérieures, son procès, son image fragilisée. Une scène politique israélienne qui recommence à lui demander des comptes. Ce décalage est important parce qu'il aide à comprendre pourquoi deux alliés peuvent rester officiellement alignés tout en ayant plus exactement le même intérêt immédiat à la stabilisation. Pour Trump, stabiliser aide. Pour Netanyahou, stabiliser expose. Conclusion. Alors, où en sommes-nous? Trump et Netanyahou ne sont pas en rupture. Ce serait aller trop loin et trop vite. Ils restent alliés. Ils continuent de parler le langage de la pression sur l'Iran. Ils respectent juste les intérêts fondamentaux. Mais la trêve a mis au jour quelque chose de plus profond. Une alliance toujours intacte en apparence, mais traversée par des objectifs qui ont commencé à diverger. Trump veut sortir vite d'une guerre dont les résultats n'ont pourcent par si ils workeront son Tristan avant que ses limites ne deviennent politiquement explosives. Netanyahou veut poursuivre plus longtemps une campagne dont il juge les effets encore insuffisants. Trump a besoin d'une trêve crédible. Netanyahou a besoin de garder l'initiative régionale. Et dans les guerres régionales, c'est souvent comme ça que commencent les vraies divergences. Non pas dans une rupture spectaculaire, mais dans le moment où deux alliés continuent d'avancer côte à côte, tout en ne regardant plus exactement dans la même direction. L'adversaire, dans ce contexte, et c'est là que l'Iran joue sa propre partition, ne gagne pas nécessairement en battant frontalement ses ennemis. Il gagne aussi en survivant assez longtemps pour laisser apparaître les contradictions de la coalition qui prétendait l'écraser. La question désormais, c'est de savoir combien de temps cette discordance peut rester invisible. Je suis votre présentateur sur Alerte Monde. On se retrouve très bientôt.